Radio FM Diabéto vous propose aujourd'hui une émission consacrée au diabète, corticoïdes et maladies inflammatoires. Les corticoïdes par voie orale ou en infiltration sont des traitements largement prescrits en rhumatologie, notamment bien évidemment dans les pathologies inflammatoires. Ces traitements sont cependant utilisés avec précaution chez les diabétiques. Ils sont également à l'origine de survenus d'hyperglycémie. De plus, les maladies inflammatoires et le diabète ont une influence sur le risque cardiovasculaire. Différents angles, différentes questions. Quel est l'effet des corticoïdes sur la glycémie et le diabète ? Quelle prise en charge particulière nécessite-t-il ? Quels sont les risques de l'association entre pathologie inflammatoire et diabète ? Telles sont les questions. Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio FM Diabéto le docteur Michel Varouvial, diabétologue dans le service de diabétologie au centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. À ses côtés, le docteur Pascal Iliquin, dirige le service de rhumatologie dans ce même hôpital, le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes, récemment inauguré. Alors, première question, Pascal Iliquin, est-ce que ces maladies inflammatoires sont plus fréquentes en cas de diabète, notamment en cas de type 1 ? Est-ce que c'est vraiment plus fréquent ? Il est probable que la polyarthrite rhumatoïde soit plus fréquente, bien que finalement on ne dispose que de peu d'études très bien faites qui permettent de conclure à cette affirmation. Ceci étant, on est dans un contexte d'auto-immunité. La polyarthrite rhumatoïde est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires, et le diabète de type 1, répond également à un concept d'auto-immunité. Donc il y a là une logique de prédisposition commune à ces deux types d'affections. Alors si on élargit bien évidemment au risque cette fois-ci vasculaire, au risque cardiovasculaire, est-ce qu'on peut dire qu'en effet ce risque est augmenté en cas de pathologie inflammatoire ? Clairement oui. On sait depuis quelques années que le risque cardiovasculaire, que ce soit en termes de morbidité ou de mortalité, par coronaropathie ou accident vasculaire cérébral d'ailleurs, est augmenté dans la polyarthrite rhumatoïde. Et d'ailleurs, la polyarthrite rhumatoïde est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Et il en est probablement de même pour la spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique. Alors, ceci est évidemment extrêmement important parce que un certain nombre d'auditeurs savent certainement que le tabac est le principal facteur environnemental incriminé dans l'émergence d'une polyarthrite, et que donc quand on a une polyarthrite rhumatoïde et qu'on fume, on a déjà 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Et si on rajoute le diabète, est-ce que ça majore le risque ? Alors, on a 3 facteurs de risque cardiovasculaire, et là, il faudrait être particulièrement vigilant. Les diabétologues sont particulièrement vigilants, Michel Varouvial, dans ce domaine ? Sûrement. On est bien sûr très vigilant sur la prévention cardiovasculaire, et on est aussi enclin à rechercher une polyarthrite rhumatoïde chez nos patients diabétiques dès qu'on a des manifestations qui nous y font penser. Et c'est l'hyperglycémie qui favorise ces maladies inflammatoires ? Non, je crois qu'on est vraiment, comme l'a dit Pascal, dans le cadre d'une association de maladies auto-immunes plutôt que dans un rapport de causalité. Est-ce qu'on a une idée alors des mécanismes qui sont à l'origine de l'hyperglycémie sous corticoïdes, si on commence en effet les traitements maintenant ? Oui, c'est très clair. La corticothérapie agit sur tous les facteurs diabétogènes. Ça bloque l'action de l'insuline, ça augmente l'action du glucagon, ça augmente la production de sucre par le foie, et ça diminue l'utilisation périphérique du glucose. Ce qui fait que c'est un médicament qui, du point de vue hyperglycémiant, est une véritable bombe. Et quand on prend une dose significative de corticoïdes le matin, sur un diabète équilibré, on peut avoir 3 grammes de glycémie le soir. Il faut prévenir les patients. Qu'est-ce que vous entendez par dose significative ? Je crois que le côté diabétogène des corticoïdes s'exprime avec une intensité dose dépendante à partir de 7 mg d'équivalent prednisone, qui représente à peu près la sécrétion physiologique. Pascal Iliquin, est-ce que justement tous les corticoïdes sont équivalents dans ce domaine, ou est-ce qu'il y a des... Il y a probablement des différences, mais je pense que ça a été peu étudié. Et finalement, si on s'intéresse à la corticothérapie par voie orale, je dirais que la question finalement ne se pose pas tellement, puisque dans 99% des cas, on va étudier et utiliser la prednisone par voie orale. C'est probablement différent pour les corticoïdes injectables qu'on utilise en infiltration, où là, en fait, certains paraissent plus délétères que d'autres en termes pour favoriser l'émergence d'un diabète ou d'une hyperglycémie. Donc là, vous avez un choix un peu différent. On a un choix peut-être un peu différent, mais ça reste discuté. La durée du traitement a une importance ?
La durée a bien sûr une importance, puisque je pense que plus le temps passe, plus le malade est exposé, a fortiori à des doses fortes, plus le risque de diabète induit va augmenter, et d'autant plus que les sujets vont augmenter en âge, évidemment, pendant la même période. Et donc, il faudrait être très vigilant, et c'est exactement ce que vient de dire Michel. Je crois que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a un dogme qui est précisément de ne pas dépasser 0,1 mg kg jour, et habituellement, on essaye de ramener les malades en dessous de cette dose, cette fameuse dose de 7 mg par jour. Michel Baroviel, est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'hyperglycémie sous corticothérapie, des choses qui sont prévisibles et prédictibles? En fait, les corticoïdes ne créent pas de diabète. Les corticoïdes révèlent un diabète, c'est-à-dire qu'ils surviennent sur un terrain prédisposé, qui sont des gens qui ont un surpoids, qui ont une hérédité de diabète et qui ont un âge qui en général dépasse 40 ans. Donc il y a un terrain prédisposé, bien évidemment, sur lequel il faut faire particulièrement attention à l'émergence d'une hyperglycémie sous corticoïdes. Alors une fois qu'on arrête les corticoïdes, est-ce que ce diabète persiste ou est-ce qu'il va être réversible? On revient à l'état antérieur, c'est-à-dire que si on était à l'état de prédiabète, ou ce que certains appellent le syndrome métabolique, au fond c'est ça, le syndrome métabolique, ça identifie un risque de diabète élevé finalement, eh bien on retourne à ce stade, et puis quand on était diabétique équilibré, on retourne au diabète équilibré. Pascal Liquin, est-ce qu'en fin de compte, un patient que vous mettez sous corticothérapie, est-ce qu'on doit dépister systématiquement, avant, pendant, une éventuelle dérive glycémique? Bien sûr. Avant, ça fait partie des prérequis à l'instauration de ce type de traitement. De la même manière qu'on doit rechercher une infection latente, on doit évidemment rechercher un diabète ou une intolérance au glucose ou les éléments d'un syndrome métabolique. Et pendant le traitement, oui, évidemment aussi, au même titre que la surveillance d'autres paramètres biologiques. Et le rythme de surveillance n'est pas consensuel et doit se discuter au cas par cas, mais pour mes malades, par exemple, que je suis pour une polyarthrite rhumatoïde qui ont une faible dose de corticoïdes, eh bien, en plus de l'hémogramme, des tests hépatiques, j'ai l'habitude de doser la glycémie et d'évaluer la fonction rénale tous les 6 mois environ. Michel Baroviel, vous êtes d'accord, la glycémie à jeun, c'est le bon élément? Oui, moi je dirais la glycémie à jeun est le bon élément pour les corticothérapies de durée relativement brève. Alors peut-être qu'on peut lui associer, bien que ce ne soit pas tout à fait encore recommandé, pour les corticothérapies de longue durée qui dépassent cette fameuse dose de 0,1 unité kilo, l'hémoglobine A1C avec un seuil supérieur à 6,5%. Le diabétique est préparé à cela, c'est-à-dire il sait qu'en fin de compte, s'il y a un traitement corticoïde, il va falloir être un peu plus vigilant. Michel Baroviel, ça fait partie de l'éducation thérapeutique? Je pense qu'on ne lui dit pas systématiquement, mais nos collègues rhumatologues le disent, car ils se méfient beaucoup du diabète lorsqu'ils prescrivent des corticoïdes ou lorsqu'ils font des infiltrations, et même quelquefois ils y renoncent, ce qui est dommage parce que c'est une perte de chance pour le patient diabétique d'avoir un traitement efficace de sa maladie rhumatismale, et au fond on peut très bien, en adaptant le traitement, permettre aux diabétiques de bénéficier d'une corticothérapie. Donc le rhumatologue Pascal Liquin peut prescrire en fin de compte. Est-ce qu'il doit quand même prendre des mesures, il doit adapter ses doses? Est-ce qu'il doit démarrer à forte dose puis diminuer rapidement? Est-ce que vous avez un protocole particulier ou est-ce qu'en fin de compte vous l'appliquez comme tout patient et puis vous dites avec le diabétologue, on va s'entendre? Oui, c'est plutôt ça. Moi je pense que le problème se pose pas... En fait, s'il y a une indication à une corticothérapie, elle ne va pas être différente si le malade est diabétique. Que ce soit d'ailleurs pour les infiltrations ou pour la corticothérapie par voie générale. Et là, il faudra s'adapter. Alors peut-être augmenter les doses d'antidiabétiques oraux, peut-être avoir un recours transitoire à l'insuline, peut-être augmenter les doses d'insuline. J'allais dire, c'est l'affaire de notre collègue diabétologue. Et c'est vrai qu'on les dérange souvent pour leur poser ce type de questions. Mais je crois aussi qu'il y a dans la population générale une certaine phobie des corticoïdes, qui n'est pas forcément lié à ça, mais les diabétiques en tout cas nous disent souvent « je ne veux pas de corticoïdes parce que j'ai peur que mon diabète se déséquilibre ». Et là c'est à nous de leur expliquer que le risque est transitoire s'il s'agit d'infiltration, qu'il peut être plus prolongé, mais que s'il s'agit d'une corticothérapie par voie orale prolongée, mais que là on a les moyens de répondre à ce déséquilibre, bien entendu. Absolument. Le diabétologue est d'accord, donc en fait on fait le traitement de corticoïdes et c'est le diabétique qui s'adapte. Les doses, moins de... Oui, ce qu'il faut, c'est... Le diabétologue n'est pas toujours consulté parce que tous les diabétiques n'ont pas un diabétologue. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est avoir des protocoles extrêmement précis de prise en charge de l'aggravation du diabète, plus que de l'apparition, parce que ça se soigne plus facilement, mais de l'aggravation d'un diabète chez un patient à qui on prescrit une corticothérapie. Et là, globalement, il y a deux situations. La plupart du temps, on prend les corticoïdes le matin sous forme de prednisone, et on a une glycémie qui a un profil très particulier parce que c'est
très élevée à partir de 8 heures du matin en début de nuit, jusqu'à minuit. Et en deuxième partie de nuit, la glycémie redescend. Ce qui fait que souvent, il faut passer ces patients sous insuline avec 3 injections d'insuline rapide ou une injection d'insuline NPH le matin. Et puis, il y a le problème des infiltrations ou des bolus de Solu-Médrol dans certaines indications, où là, on va avoir une hyperglycémie toute la journée et où on va donner 1 ou 2 injections d'insuline par jour sous forme d'insuline basale. Donc, on a 2 profils très différents selon la voie d'administration des corticoïdes. Et là, on devrait avoir des protocoles faits par les diabétologues et adressés aussi à nos confrères généralistes qui prennent en charge ces patients. Voilà les éléments importants qu'il fallait retenir sur cette association. Comme à l'habitude, le mot de la fin, le take-home message, comme on dit classiquement. Le rhumatologue, Pascal Iliquin, qu'est-ce qui est important en fin de compte pour les corticoïdes chez un diabétique ? Ce qui est important, c'est que ce que j'ai dit précédemment, c'est que l'indication de la corticothérapie doit être réfléchie comme pour tout malade, et si elle est valide et si elle est pertinente, elle ne doit, à mon avis, pas être remise en question parce que le malade est diabétique. Sauf cas particulier, bien évidemment, de diabète très déséquilibré, où on pourra retarder l'indication des corticoïdes de quelques jours. Donc il faut dédramatiser la corticothérapie, et tout se passe très bien, hein, dès lors que le malade est surveillé et a compris le problème. Et je crois que le message s'adresse peut-être plus aux médecins généralistes. Pour moi, c'est vraiment une idée reçue, hein. C'est-à-dire que pour certains médecins généralistes, en tout cas, ou pour les malades, à qui on interdit quasiment de prendre des corticoïdes parce qu'ils sont diabétiques. Michel Barovial. Je partage absolument. Ça fait partie des pertes de chance auxquelles sont exposés les diabétiques, de ne pas avoir d'infiltration pour des pathologies qui les font souffrir, qui limitent leurs activités. Et le message que je voudrais donner, alors aux généralistes, mais aussi aux rhumatologues, c'est que avec une petite concertation qui permet d'adapter le traitement du diabète, on peut pratiquement toujours faire, en particulier les infiltrations. Nous, ce qu'on remarque, c'est d'ailleurs que la première infiltration ne déséquilibre pas trop le diabète et que c'est souvent la répétition de la 2e ou de la 3e infiltration dans la quinzaine qui va là devenir fortement hyperglycémiante. Donc, en aménageant le traitement et les rythmes d'injection des infiltrations par corticoïdes, on peut faire bénéficier les diabétiques d'un traitement efficace. Messieurs, merci.